Bonjour à toutes et à tous. Je voudrais déjà remercier toute l'équipe de Philosophes au féminin d'organiser cet atelier. Je voudrais aussi remercier les membres et anciennes membres du collectif des Jaseuses pour m'avoir encouragée et pour me soutenir maintenant pendant cette communication malgré la peur de la prise de parole en public. Cette peur fait directement écho au sujet que j'aimerais aborder aujourd'hui puisque je vais présenter la théorie du langage de Judith Butler et montrer l'importance politique individuelle et collective de prendre la parole, de briser le silence et de contester les stratégies de délégitimation de nos voix et de nos discours. Je vais faire 3 précisions avant de commencer. D'abord, Judith Butler est non-binaire, donc elle utilise les pronoms elle et elle. Je précise donc que j'utiliserai ici le pronom elle. Ensuite, je vais beaucoup m'appuyer sur les travaux de Mona Gérardin-Laverge, dont je vous invite à aller consulter les travaux, et je vous ai fait une petite bibliographie avec les références dessus. Enfin, je vais illustrer mon propos avec des exemples de violences hétérosexistes, notamment du mouvement MeToo. Le but n'est pas de nous mettre mal, mais d'essayer de développer des outils pour comprendre ce qu'il se passe. Néanmoins, c'est totalement possible de ne pas écouter et vous pouvez couper le son durant cette intervention si vous voulez vous protéger de ce sujet-là et revenir dans 30 minutes. Voilà. Donc, on a parlé de MeToo comme d'une libération de la parole des femmes, puis on a parlé d'une libération de l'écoute pour souligner le fait que les femmes ont toujours parlé, mais qu'elles n'étaient ni crues ni écoutées. Je propose donc de voir comment la théorie du langage de Judith Butler peut permettre de repenser ce qu'il se passe dans ce mouvement et plus généralement de penser les violences hétérosexistes. Le but étant donc de donner des outils pour penser notre quotidien et pour développer des stratégies de lutte. Donc, Judith Butler est une philosophe féministe américaine née en 1956. Elle a longtemps enseigné à Berkeley. Elle est considérée comme une des fondatrices des études queer. Dans son ouvrage majeur, Troubles dans le genre, qu'elle publie en 1990 et qui est traduit en France en 2005, Butler développe la théorie de la performativité du genre, dans laquelle elle donne une place au langage qui est central. Elle s'inspire principalement de la théorie du pouvoir de Michel Foucault et de la théorie d'un langage qui est matériel de Monique Wittig. Elle poursuit ensuite sa théorie du langage dans son ouvrage Le pouvoir des mots politiques du performatif, qu'elle publie en 1997 et qui sort en France en 2004. Dans cet ouvrage, elle s'oppose à une régulation des discours qui serait étatique par la législation ou par la censure, et elle propose de penser plutôt une politique du performatif à développer dans des luttes individuelles et collectives pour troubler et déjouer les normes discursives. Donc, dans un premier temps, je vais revenir sur la manière dont le positionnement féministe de Butler permet de re-questionner des points essentiels de la philosophie du langage. Pour ça, je vais articuler mon propos autour des critiques qu'elle adresse à John Austin. Cela m'amènera donc dans un second temps à montrer réciproquement comment Butler vient ouvrir le potentiel féministe d'une théorie sur le langage, et j'en montrerai donc les enjeux féministes actuels qui permettent de montrer que la lutte par et dans le langage n'est pas une lutte qui est secondaire, puisqu'elle agit sur les réalités matérielles. Enfin, je vais développer les outils politiques et stratégiques que Butler propose pour reprendre la parole. Donc, dans un premier temps, je reviens sur la théorie d'Austin et les critiques de Butler. Austin opère un tournant pragmatique dans la philosophie du langage quand il développe sa théorie de la performativité du langage en 1962 dans son ouvrage Qu'en dire c'est faire. Il va montrer que le discours ne fait pas que représenter le monde, mais qu'il agit, qu'il est un faire. Il opère alors une première distinction entre les énoncés constatifs d'un côté, donc des énoncés qui décrivent, et les énoncés constatifs, des énoncés qui agissent. Il renonce ensuite à cette distinction pour généraliser la performativité à tous les discours qu'il nomme alors des actes de parole. Ces discours ne sont plus à évaluer en termes de vrai ou de faux, mais en termes de réussite ou échec. Il distingue 3 fonctions à chaque acte de parole. La première fonction, c'est la fonction locutoire, donc c'est ce qui est dit. C'est déjà un acte puisque j'aurais pu ne pas le dire. Et ça va agir directement sur nos cadres perceptifs du réel. La deuxième fonction est illocutoire, c'est ce qui est fait en disant. C'est-à-dire que cette dimension va être conventionnelle puisque sa réussite va dépendre d'un ensemble de circonstances déterminées socialement que Austin appelle la situation totale de discours. Enfin, la dernière fonction est perlocutoire, c'est ce qui est fait par le fait de dire quelque chose.
Donc, ça va être les sentiments, les pensées, les actions provoquées chez l'auditorat. Mais ces effets sont donc ni nécessaires et ils sont imprévisibles. Donc, la théorie d'Austin permet donc de dépasser la dichotomie entre dire et faire, entre matérialité et discursivité. Et on peut déjà souligner 2 points utiles pour la théorie féministe chez Austin. D'abord, le langage ne reflète pas le monde, il agit sur lui. Donc, ça veut dire que le langage ne vient pas juste refléter les rapports de domination et décrire des normes sociales, mais qu'il participe à construire ces rapports d'oppression et qu'il pose les normes comme normatives. Ça vient donc déjà contrer l'essentialisation des rapports de genre. Deuxième chose à retenir chez Austin, on peut faire des choses avec le langage. Donc, c'est potentiellement un moyen de lutte dont on peut s'emparer. Cela amène à une ambivalence puisque d'un côté, ça veut dire que parler, c'est déjà une action qui peut être féministe, mais ça veut aussi dire que ce qu'on peut dire ou non va être délimité par la société. C'est ce qui va nous amener à la question, cette capacité à agir par nos discours est-elle réellement accessible à tous les sujets sociaux? Butler va alors s'atteler à retravailler cette notion de performativité du discours en adressant donc 3 principales critiques à Austin que je vais développer. La première critique, elle va critiquer chez Austin l'illusion d'un sujet qui serait souverain, au sens où il existerait en amont et en dehors du langage. Cette conception ne permet pas de rendre compte des effets matériels du langage sur les sujets et sur les corps. Butler va alors conceptualiser ce qu'elle appelle une vulnérabilité linguistique, au sens où le sujet ne préexiste pas au discours, mais il en est le produit. Il est fabriqué par et dans les discours. Qu'est-ce que ça veut dire précisément? Je vais l'expliquer en 3 points. Premier point, le langage a un pouvoir qui est formateur. Butler explique que c'est par l'interpellation d'autrui qu'un sujet va entrer dans l'existence linguistique et sociale, et donc il va devenir sujet dans sa singularité, son intelligibilité et sa lisibilité sociale. L'interpellation inaugurale de tout sujet est l'assignation non choisie de genre à la naissance, alors que le médecin va paraître décrire l'échographie en disant c'est une fille, il va produire le sujet comme fille. Ce qui nous amène à notre deuxième point. Le langage est inauguralement violent, au sens où on ne peut pas s'autodéterminer. Notre viabilité en tant que sujet va dépendre de mots qu'on n'a pas choisis. Ça nous amène à notre troisième point, le langage est un lieu d'assujettissement. Au double sens foucaldien du terme, il assujettit au sens où il constitue le sujet et au sens où il le subordonne. En effet, ces interpellations vont se fonder sur des normes qui sont exclusives, hiérarchisées, binaires et hétérosexistes. Butler va jouer ici sur l'expression anglaise « to be called a name », qui signifie à la fois recevoir un nom, donc qui m'amène à l'existence, et qui signifie aussi être insulté, donc qui menace cette existence qu'il me donne. Donc cette vulnérabilité linguistique qu'on a déclinée en 3 points, un langage formateur, violent, assujettissant, va nous permettre de relier performativité du langage et performativité du genre pour dénaturaliser le genre. Cette première interpellation, c'est une fille, va ouvrir ensuite donc une longue chaîne d'énoncés qui vont être normatifs et régulateurs. Et ça va être dans cette chaîne d'énoncés que le sujet fille va se construire transitivement comme fille. Énoncés tels que t'es une jolie fille, mais tu peins trop fort, une fille c'est discret. Le sujet va alors incorporer ces normes de genre et les répéter et les rejouer lui-même à chaque instant. Je vais toujours parler moins fort, je vais prendre moins de place. C'est ce que Butler appelle les performances de genre. Cette répétition de performance va constituer la performativité du genre. Et cette répétition quotidienne va entraîner une illusion de naturalité du genre, de sorte qu'on va prendre la cause pour l'effet. Donc on va penser, elle parle doucement parce que c'est une fille, au lieu de penser, c'est une fille parce qu'elle a appris à parler doucement et qu'elle continue à parler doucement. Or, si le sujet ne se conforme pas aux normes de genre hétérosexistes, il va être menacé dans son existence sociale, puisque c'est ces normes qui vont le déterminer en tant que sujet. Donc, pour Butler, le langage va être le lieu de la vie du sujet, sa venue à l'existence, dans le même temps qu'il va être le lieu de sa survie. Je cite, « Si le langage peut fortifier le corps, il peut aussi menacer son existence. » Fin de citation. Du fait de cette vulnérabilité linguistique, les discours violents vont donc avoir une force directe impactante des sujets et des corps. Et on en arrive donc aux 2 autres critiques de Butler à Austin que je vais présenter avec un même exemple. Imaginons donc, je suis en train de danser avec des amis dans un bar, dans un contexte festif, un homme me regarde et me dit « Et toi, tu danses comme une salope ».
Austin ne permet pas de comprendre la manière dont les discours blessent de manière différentielle. En d'autres termes, pourquoi je suis blessée par certains discours et pas par d'autres, et pourquoi un même discours peut blesser certains sujets et pas d'autres. Donc, la deuxième critique que Butler va adresser à Austin va être le fait qu'il ne prend pas assez en compte la hiérarchisation sociale dans la réussite des discours. Si on reprend notre exemple, l'homme dit l'insulte d'un point de vue locutoire. D'un point de vue illocutoire, son discours est effectivement insultant. D'un point de vue perlocutoire, il va entraîner des effets qui sont corporels. Au niveau des ressentis, je vais me sentir humiliée, mon cœur va s'accélérer, et au niveau de mon comportement corporel, je vais baisser la tête, je vais peut-être arrêter de danser. Donc Butler montre que si ce discours me blesse, ce n'est pas uniquement parce qu'il a rempli les conventions de réussite des discours exposés par Austin, mais c'est parce qu'il va tirer sa force de la hiérarchie sociale en place qu'il vient ensuite reproduire dans le discours. Donc le locuteur homme vient affirmer sa position sociale et discursive dominante et me produit comme sujet subordonné régulant mon comportement corporel. Et plus encore, même si l'injure ne m'est pas adressée à moi et que je n'en suis que la témoin, donc par exemple qui me dit hey, « regarde là-bas, elle danse comme une salope », il va mettre au jour la sanction sociale que je vais subir si je ne me conforme pas aux normes qui me prescrivent. Donc je vais aussi adapter mon comportement, je ne vais pas danser par peur d'être sanctionnée. Ce qui est montré ici, en fait, c'est que les positions sociales ne sont pas figées, mais qu'elles sont reproduites à chaque instant et qu'elles viennent réguler les corps. De sorte que Butler permet donc de penser une co-constitution entre les pratiques du langage et l'ordre de discours qui détermine qui peut ou non parler. On en arrive à la troisième critique que Butler fait à Austin. Elle va critiquer la notion de contexte. Elle montre que, contrairement à ce que dit Austin, il est impossible au locuteur de maîtriser entièrement le contexte pour faire réussir son discours. Et plus encore, si le discours me blesse, c'est précisément parce qu'il dépasse le contexte d'énonciation. Donc, elle va comparer le fonctionnement de l'injure à celui du traumatisme. Elle montre que recevoir une injure, c'est une désorientation dans l'espace et dans le temps, au sens où j'ai bien sûr conscience de l'hétérosexisme institutionnel dans lequel je vis, mais l'injure va arriver de manière inattendue et va venir réactualiser ce contexte dans le présent et au niveau individuel. D'un coup, je redeviens un corps comme objet sexuel et disponible. Donc pour Butler, recevoir une injure, c'est précisément souffrir d'une absence de contexte. Et c'est ce qui va entraîner les effets de sidération et de réduction au silence. Donc Butler explique que le discours me blesse parce qu'en fait, il est citationnel, au sens où ce n'est jamais un acte qui est ponctuel, il est toujours issu d'une historicité hétérosexiste, et ce n'est jamais un acte qui est isolé, il est toujours issu d'une temporalité. Typiquement, pour un homme cisgenre hétérosexuel, ce discours serait un acte isolé et ponctuel. Pour cette raison, il ne va pas le blesser de la même manière. Donc la force performative des discours est donc issue d'une itération, d'une historicité accumulée, dissimulée, invoquée et rejouée dans le présent. Le discours cite l'héritage patriarcal de violences sexuelles et sexistes que je subis quotidiennement en tant que femme. Il entre en conformité avec cet ordre social en place dans lequel je vis et il le réactualise. Cette répétition de l'historicité va être dissimulée par ce que Butler appelle un effet de sujet. Je vais avoir l'impression que ça va être un sujet individuel qui produit un discours singulier à un moment T. Or, ce sujet, cet homme, ne fait que citer l'historicité d'un langage qui le dépasse par son passé et par son futur. Il n'a qu'un pouvoir qui n'est que dérivé et provisoire. Donc pour Butler, le langage est à la fois une pratique sociale et discursive dont le sujet va se saisir et qu'il va rejouer, mais il a aussi lui-même une vie sociale propre qui dépasse et qui excède les sujets et dont il va tirer sa force. Donc ces trois critiques de Butler vont nous amener à penser les raisons de notre réduction au silence. Donc j'en arrive à ma deuxième partie. Cette citationnalité montre donc une co-constitution entre pratique du langage, ordre social et ordre du discours. Les discours tiennent leur force des institutions hétérosexistes, mais en retour, la répétition de ces discours va venir stabiliser ces institutions. Mais du fait de cette répétition, il va y avoir une naturalisation des conventions linguistiques et sociales, de sorte que ça va venir dissimuler les rapports de pouvoir, silencier les autres discours et nous donner l'impression d'une communauté linguistique qui serait consensuelle
et qu'on parlerait tous un langage commun. Or, on constate que les femmes sont exclues de la scène de parole, donc de leur capacité à dire et à faire, par des stratégies de délégitimation des discours. C'est ce qu'on constate donc de manière très flagrante dans le contexte de MeToo, puisque précisément ce qui est attaqué dans les prises de parole, c'est les conditions de réussite des discours qu'on vient d'évoquer avec Austin et Butler. Si on prend des exemples, et ici, je vais reprendre les deux stratégies de silenciation énoncées par Mona Jaradin-Laverge. La première stratégie, c'est une stratégie de réduction au silence. Donc, c'est ce qui va délimiter le dire en hiérarchisant les sujets. Par exemple, elle était habillée comme ça, donc elle ne peut pas dire. Elle est mineure, donc elle ne peut pas dire. La deuxième stratégie, c'est l'invisibilisation qui vient délimiter le faire en hiérarchisant les discours. Donc, ça va être par plusieurs conditions non rassemblées. Par exemple, on va nier ce dont on parle. Le viol conjugal, ça n'existe pas puisqu'il y avait consentement avec le mariage. Ça va nier la pertinence qu'il y a à en parler. Il y a des problèmes plus urgents, plus graves. On va renvoyer notre discours hors du langage, donc pour le faire, pour enlever sa signification. Elle ne fait que pleurnicher, tous ces cris hystériques, cette rhétorique-là. On va aussi critiquer les mots qu'on utilise. Ce n'est pas une agression, elle était alcoolisée, c'est un débordement de soirée. Ce n'est pas du harcèlement, c'est de la drague. Enfin, ensuite, on va venir donc critiquer le contexte. Ce n'est pas le bon moment pour en parler. On est à une cérémonie d'Oscar, pas dans un tribunal. Ensuite, on va critiquer l'intention. Elle recherche de la popularité en parlant, elle veut de l'argent maintenant qu'il est connu. Et enfin, on va critiquer la temporalité. Elle aurait dû parler plus tôt ou bien elle a parlé trop tard. Ouais, trop tôt, pardon. Donc, c'est une injonction contradictoire qui va donc empêcher de parler. Donc, tout ce qu'on a vu ici, ça va être donc la délégitimisation des conditions de réussite des discours qui va en fait venir nous refuser notre capacité à faire sens et à faire acte. Un court exemple qu'on peut garder en tête, c'est le slogan tautologique « non, c'est non ». Ça vient montrer que notre discours échoue, puisque on ne peut pas dire, on ne peut pas faire signifier notre non comme un non, et on ne peut pas faire de notre non un refus. Donc, ces délégitimations des discours de dénonciation des violences sexuelles et sexistes vont servir à en désamorcer les effets politiques. Elles vont ramener les violences à un caractère individuel et contingent et empêcher la prise de conscience de leur systématicité. Elles peuvent aussi opérer par des fausses reconnaissances. Donc, c'est notamment toute la rhétorique du monstre. Il y a des violences, oui, mais ce sont des monstres qui les perpétuent. Autre exemple, toutes les politiques racistes qui vont se développer sous couvert de lutte contre le harcèlement. Enfin, ça va venir empêcher le réel événement MeToo d'arriver et d'avoir des effets durables. On va le considérer comme ponctuel, exceptionnel, comme s'il n'était pas issu de luttes féministes depuis des décennies. Et on va le considérer dans le traitement médiatique comme déjà fini. Avant même qu'il ait commencé, on va clore la parole. Donc, par exemple, MeToo a eu lieu. Depuis MeToo, les femmes maintenant parlent, il n'y a plus besoin de féminisme, etc. Donc, vulnérabilité linguistique, citationnalité des discours et rapport co-constitutif. Ces trois conceptualisations permettent à Butler de rendre compte de la force violente du langage et des raisons de notre réduction au silence. Mais c'est aussi ce qui va lui permettre d'ouvrir des stratégies de lutte par et dans le langage pour reprendre la parole. Et j'en arrive à ma troisième partie. Butler va expliquer que cette vulnérabilité des sujets au langage est inéluctable puisqu'elle est constitutive. Il ne s'agit pas donc de la combattre, bien au contraire, c'est la condition pour pouvoir penser une puissance d'agir. Je cite dans la préface à Butler, « Une théorie de la puissance d'agir du langage, une puissance que nous, êtres du langage, pouvons démultiplier dans le langage et par lui. Parce que l'histoire du langage est ouverte, parce qu'il y a une historicité du langage, parce que nous pouvons rejouer le langage qui se joue de nous. » Donc, cette conception de la puissance d'agir permet à Butler de sortir de l'alternative entre un déterminisme, au sens où les sujets sont condamnés à répéter les normes oppressives, et un libre arbitre, au sens où le sujet est souverain de refuser les contraintes linguistiques. Elle propose de penser une puissance d'agir qui est dérivée, sans sujet, qui se fait toujours depuis l'intérieur du langage et de ses conventions. Pour plus de clarté sur cette notion, je renvoie aux travaux de Laura M. Ahern,
qui revient sur l'histoire du concept d'agentivité linguistique et sociale et permet donc de faire du terme agentivité non pas seulement une résistance des sujets, mais de redéfinir ce terme pour permettre de penser à la fois des actes de parole conformistes qui viennent reproduire l'ordre social et à la fois des actes de parole subversifs et insurrectionnels qui ont des effets transformateurs. Ça permet donc de penser des actes de parole toujours dans un rapport co-constitutif et une puissance d'agir qui soit renforce, soit déstabilise. Donc Butler va proposer des stratégies de subversion et d'insurrection. Je vais commencer par par quelques stratégies de subversion qu'elle propose en se basant sur ce qu'elle appelle la temporalité ouverte des actes de parole, au sens où la réussite des discours est toujours provisoire. Je vais en distinguer 3. Le premier, c'est un jeu sur les effets. Par notre vulnérabilité linguistique, l'injure va nous blesser dans le même moment qu'elle va nous amener à l'existence. Donc, en nous amenant à l'existence, je suis en capacité de produire une réponse qui peut être inattendue et qui va venir déjouer les effets. Si on reprend notre exemple, je peux me retourner et répondre « Oui, je suis une salope, tu veux que je te montre ?» Par là, je reconnais exister comme salope et je viens redoubler la menace en la retournant contre le locuteur, ce qui vient entraîner de nouveaux effets, chez lui de la surprise et de la confusion, et chez moi, potentiellement, ça me redonne confiance. Donc Butler dit, je cite, « Si en tant que corps, nous sommes vulnérables, notre vulnérabilité peut aussi être l'instrument d'une incitation, d'une provocation à agir et à réagir. Au lieu de nous paralyser, le discours de haine est alors la source d'une puissance d'agir renouvelée. » Fin de citation. Deuxième stratégie de subversion, ça va être de jouer avec le contexte duquel le discours tient sa force. Pour réussir, le discours doit être itéré. L'itération, c'est un terme donc déridien qui suppose une répétition qui n'est jamais tout à fait la même, qui dévie toujours un peu. De la sorte, on peut s'approprier ce discours de haine et venir l'itérer et le rejouer dans un nouveau contexte pour entraîner une reformulation. Si on reprend notre exemple, je vais me rapprocher de mes amis et je vais répéter l'injure dans ce contexte qui est bienveillant, de sorte que je vais la mettre à distance, on va en rigoler et on va produire d'autres effets. En faisant cela, on va d'une certaine manière venir jouer avec le fonctionnement citationnel des discours. Donc, si on prend un autre exemple, mais qui correspond en fait au même processus, dans le cadre d'une plainte pour harcèlement, je vais citer le discours injurieux qui m'a été dit, et en faisant cela, je vais citer la citation en tant que citation. Je vais montrer le langage comme un instrument à produire des effets. Donc, je vais venir dénaturaliser. Troisième stratégie de subversion, ce n'est plus seulement jouer avec le contexte pour une reformulation ponctuelle, mais ça va être jouer aussi sur la temporalité du discours pour une resignification des termes injurieux, au sens où ils ne sont pas irrécupérables. On peut venir greffer le terme injurieux pour le réinscrire dans d'autres contextes qui peuvent être militants et dans d'autres chaînes d'énoncés, qui va venir donc désactiver le sens injurieux à force de répétition de ce nouveau sens. C'est ce qui est appelé notamment le retournement du stigmate. Butler prend l'exemple donc du terme queer, qui marche davantage donc dans un contexte anglophone où queer est effectivement une insulte. En France, on peut penser au terme gwyn, qui est un terme injurieux, réapproprié, qui devient même dans les années 70 un mouvement militant lesbien, les Gwyn rouges, et qui est aujourd'hui une identité de lutte. On peut aussi même penser au mot féminisme, qui de base est une insulte, qui aujourd'hui n'a plus du tout cette connotation-là. Ces subversions viennent à la fois déstabiliser les structures sociales et dans le même temps me resubjectiver par ces discours resignifiés. Butler va ensuite montrer des stratégies d'insurrection. Elle va montrer que ce n'est pas parce qu'on n'est pas autorisé à parler qu'on ne peut pas parler et qu'on ne peut rien faire avec le langage. On peut produire des actes de parole insurrectionnels. C'est ce qu'exemplifie justement le mouvement MeToo. On reprend la parole qui nous a été interdite sans y être autorisé. Cette prise de parole insurrectionnelle peut donc prendre plusieurs formes. Une première proposition, c'est de montrer qu'on peut dire. Butler va soulever une contradiction interne au fonctionnement des actes de parole qu'elle appelle la contradiction performative. Lorsqu'on m'adresse un discours de haine, je dois le reconnaître pour qu'il réussisse, mais en le reconnaissant, je dois reconnaître ma position illégitime à reconnaître. Je dois donc reconnaître que je ne peux pas reconnaître. Une des stratégies va donc être de visibiliser cette contradiction performative pour venir dénaturaliser les conventions de discours. Je vais les montrer comme construites, contingentes, illégitimes et donc contestables, pouvant faire l'objet d'une lutte.
Deuxième stratégie insurrectionnelle, je peux faire en jouant avec les échecs. Si je ne suis pas autorisée à agir par mon discours, je peux me jouer des conventions et des échecs pour me faire entendre quand même. Butler appelle cette stratégie l'usage inapproprié du performatif. Il va s'agir de citer des conventions de manière détournée, de sorte qu'elles vont avoir des fonctions pour lesquelles elles n'étaient pas prévues à l'origine. J'illustre ce propos en reprenant un exemple donc, de Mona Jardin-Laverge qu'elle reprend dans un manuel d'autodéfense féministe dont je vous ai mis aussi la référence. On constate quotidiennement une certaine passivité des témoins dans les situations de harcèlement. Or, donc, dans ce manuel, c'est expliqué que si on dit « au secours », notre énoncé ne va pas obtenir d'effet illocutoire puisqu'on ne va pas être entendu comme ça ne va pas être entendu comme une demande d'aide et ne va pas avoir d'effet perlocutoire, on ne va pas obtenir de l'aide. Ce qui est proposé, c'est alors de dire au feu, au sens où le sujet va volontairement et consciemment faire échouer la dimension illocutoire vu qu'il n'y a pas de feu, mais elle va obtenir des effets perlocutoires. Des personnes vont lui venir en aide. Troisième stratégie insurrectionnelle qu'on peut relever, c'est la dimension définitionnelle des usages du langage. Il s'agit de définir nos termes sans y être autorisés pour revendiquer notre légitimité et notre expertise pour parler de nos vécus. On peut ici reprendre l'exemple d'actualité du terme féminicide, qui est redéfini donc, dans le militantisme, ou celui de consentement, pardon, qui est en cours de redéfinition collective, théorique et militante. On n'a pas d'habilité à donner à cette définition une dimension qui est illocutoire. On n'est pas à l'Académie française, on ne fait pas de dictionnaire, mais pourtant, on va pouvoir lui donner des effets perlocutoires. Premièrement, en redéfinissant ce qui est conçu comme drame conjugal ou homicide en féminicide, on vient redéfinir nos cadres perceptifs et donc dévoiler la systématicité d'une réalité qui est invisibilisée. Les violences masculines ne sont pas un dérapage individuel, mais elles sont produites par notre ordre social. Ensuite, on va venir donc contester la définition dominante et par là dénaturaliser les normes du disciple, en montrant que le sens d'un mot n'est qu'un sens parmi d'autres et que la signification est donc un espace de conflictualité et de lutte. Enfin, on va venir donc contester l'ordre social qui prenait des airs de consensus. On rend visible les processus de délégitimation des discours et on conteste la hiérarchie de qui peut ou non parler. Il y a ici deux possibilités. Soit on va ouvrir un champ de lutte collective pour faire reconnaître cette dimension, cette définition dans sa dimension illocutoire, c'est le cas pour féminicide et consentement, soit on va faire le choix politique et actif de refuser la nécessité d'une reconnaissance sociale pour définir nos vécus et donc de contester une conception autoritaire du langage. On va créer de nouveaux usages sans les traduire dans le langage commun et dominant, en revendiquant une pluralité des manières de parler. C'est ce qui peut être le cas, par exemple, avec toutes les grammaires de langage inclusif, de genre neutre, etc. Donc, cette caractérisation d'actes de parole insurrectionnels va permettre donc de voir que les stratégies de délégitimation des discours de dénonciation de MeToo, qu'on a vu qui échouaient, n'impliquent pas qu'il n'y a aucun effet politique et individuel, puisque ces prises de parole vont venir visibiliser la systématicité des violences et leur illégitimité, dans le même temps qu'elles vont venir pointer les stratégies de silenciation. Du simple fait de reprendre la parole, on va briser le silence et du coup opérer une rupture de l'ordre social qui paraissait consensuelle. On ouvre une conflictualité qui permet ensuite l'émergence d'une lutte collective. Par ces dénonciations, on vient ouvrir une nouvelle chaîne de discours, une nouvelle temporalité. C'est précisément cette chaîne de discours qu'on a vu se construire donc de jour en jour sur les réseaux avec l'hashtag MeToo, qui fait alors d'une parole individuelle directement un discours collectif et polyphonique. Ça entraîne donc des effets sur la communauté linguistique, la peur change de camp, ça encourage la prise de parole à d'autres femmes, pour continuer et pour faire collectif avec des liens de solidarité. Et enfin, individuellement, on va reprendre confiance en notre capacité à parler et à agir, à la légitimité de notre voix et de notre vécu. Donc, pour conclure, on voit que la conception d'une vulnérabilité linguistique de Butler permet de comprendre comment nous sommes constitués par des discours violents, autant que par des discours rejoués, déjoués, resignifiés, qui permettent donc de nous resubjectiver. Il s'agit donc de développer des stratégies de désincorporation des normes violentes
pour se reformer par et dans nos discours, de se refabriquer donc individuellement et collectivement. Ce fonctionnement citationnel des pratiques de discours et les relations de co-constitution permettent de penser donc une puissance d'agir qui rend le langage et ses conventions à son tour vulnérables à nos prises de parole, à notre capacité d'expressivité et d'inventivité. Butler nous invite donc à contester l'inacceptable et à ouvrir le langage comme un champ de conflictualité et de création collective en vue de transformer nos conditions de vie au cours de luttes individuelles et quotidiennes, politiques et collectives. La dimension corporelle, spatiale et collective de cette agentivité linguistique et sociale, contestataire et transformatrice, se rend visible lors de manifestations politiques de personnes socialement subordonnées qui viennent, par leur corps, s'imposer sur la scène discursive et sociale. En ce contexte de lutte sociale, pour celles qui souhaiteraient approfondir ce point, je renvoie au livre Rassemblement de Butler et à l'article de Mona Gérardin-Laverge, c'est un slogan qu'on devient féministe, qui va analyser les slogans comme des outils d'autodéfense intellectuelle et affective et de transformation de soi. Merci. Ok, du coup, voilà le titre de l'intervention. Le but de cette intervention, il est en fait est double, parce que à la fois j'avais envie de présenter la philosophie de Asta, donc qui est une de nos contemporaines, puisqu'elle est professeure à l'université de Duke actuellement, et plus particulièrement donc son ouvrage Categories We Live By. Mais en même temps, je n'avais pas forcément envie de faire un exposé doxographique et de rentrer dans cet ouvrage par l'intermédiaire de son analyse des catégories sociales et surtout montrer en fait comment elle répond à un problème assez classique qui se pose lorsque l'on s'intéresse au statut des catégories sociales du point de vue ontologique et qu'on essaye donc de les caractériser. Alors, son but, comme le nom de l'ouvrage l'indique, c'est de répondre à la question qu'est-ce qu'une catégorie sociale, entre autres, et c'est ce qui l'occupe pour une bonne partie de l'ouvrage. Et elle va venir, en un sens, ouvrir une sorte de troisième voie dans une alternative un peu classique, parce que traditionnellement, lorsqu'on essaye de répondre à la question qu'est-ce qu'une catégorie sociale, on prend en considération qu'on a affaire à une catégorisation et on essaie d'expliquer en quoi cette catégorisation elle est sociale. Alors la première manière que l'on a de comprendre ça, ça va être de dire si la catégorisation elle est sociale, ça seulement au sens où on a décidé que cette différence était signifiante. Et c'est ça qui est la dimension sociale, même si en fait la différence par ailleurs elle peut être réelle au sens où elle existerait indépendamment de nous. Alors je trouve qu'il y a un exemple de Aslanger qui est assez parlant pour voir à quoi peut correspondre cette position, où elle prend l'exemple de on pourrait tout à fait choisir d'introduire une catégorisation entre les personnes qui portent un t-shirt noir toutes les semaines et ceux qui n'en portent pas. Et ce que nous dit Aslanger, c'est on a bien à faire une différence réelle, au sens où c'est une propriété réelle qui existe indépendamment de la catégorisation. Par contre, si je choisis d'introduire une catégorisation et de lui donner une signification sociale, alors ça devient social en ce sens-là. Donc c'est une première manière qu'on a de comprendre les catégories sociales. Donc ce qui est social, c'est donner une signifiance à une distinction qui peut être par ailleurs réelle et exister indépendamment de nous. Et puis, on a, on pourrait dire à l'autre extrémité, une conception qui consiste à dire que non, si on a affaire à une catégorie sociale, elle ne renvoie à aucune différence réelle qui existerait indépendamment donc, de cette catégorisation, mais c'est la classification elle-même qui va introduire de la différence. Et on peut penser justement, et on a parlé pendant déjà quelques temps à Butler, qui incarne cette position-là pour penser, par exemple, le sexe biologique. Et je vous ai mis une citation de Troubles dans le genre, qu'on peut lire rapidement ensemble. Mais en résumé, l'idée, c'est que, et l'idée importante, c'est que, et là je cite cette phrase-là, le genre n'est pas à la culture ce que le sexe est à la nature. Le genre est aussi un moyen discursif culturel par lequel la nature sexuée, ou le sexe naturel,
est produit et établi comme prédiscursif, antérieur à la culture, une surface politique neutre sur laquelle la culture agit. Donc là, on voit bien l'idée qui est la suivante, c'est de dire ici, la différence sexuée n'est pas quelque chose qui est un donné qui existerait indépendamment de nous. C'est effectivement donc le genre, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais un peu comme matrice, qui vient produire de la différence sexuée et qui vient la produire comme une différence naturelle, alors qu'en réalité, elle n'est qu'une production, un effet du genre. Donc là, on a vraiment cette autre position qui consiste à dire qu'il y a une catégorisation sociale parce que la différence elle-même naît de la catégorisation sociale. Donc on a en règle générale cette alternative. Mais en fait, les deux positions à ces deux positions, on a objecté un certain nombre de choses. Alors, la première position, donc, qui considère que c'est accorder de la valeur à une distinction qui en fait une catégorie sociale, même si cette différence, elle se fonde sur des propriétés ou des différences naturelles. S'agissant en fait de la différence sexuée, le problème c'est que ça rend possible de naturaliser le genre, de dire que finalement les différences genrées résultent de différences sexuelles. Et surtout, ça ne rend pas bien compte du fait qu'il y a une sorte de centralité sociale dans la différence sexuée. Le fait qu'elle joue un rôle central dans notre organisation sociale, donc la différence sexuée. Cette première manière de comprendre la différence sexuée, donc comme une catégorie qui serait sociale simplement parce qu'on accorde une valeur plus importante en fonction des sexes, ça ne rend pas bien compte, et j'essaierai de le montrer, du rôle central dans l'organisation sociale de cette différence-là. La seconde position, donc, qui correspond plus à celle de Judith Butler, l'objection a été souvent faite qu'elle ne rend pas bien compte de la matérialité des corps, même si Butler a répondu en fait à cette objection. Mais ce qu'on vient dire, c'est si le sexe biologique n'est qu'un effet du genre, comment explique-t-on que certains types de corps en viennent plus facilement ou plus aisément être classifiés comme femmes ou hommes? Plus généralement, comment rend-on compte de la question du passing? Et donc, ce que propose Asta, c'est une troisième voie, me semble-t-il, à la fois qui permet de penser la matérialité des corps, mais sans penser que les catégories sociales, et notamment la catégorie sociale de sexe biologique, entre guillemets, s'expliquent par le fait qu'elle vient capturer une différence réelle. Donc, c'est ce que j'aimerais examiner aujourd'hui. Mais avant tout, donc avant de rentrer dans les détails sur comment Asta rend compte donc, de la catégorie de sexe et aussi de genre, je vais présenter plus généralement l'analyse qu'elle fait des catégories sociales, parce qu'elle propose de les analyser par ce qu'elle appelle un cadre conférent. Et donc, je vais présenter ça dans une première partie. Alors, elle part d'une question qui est la question d'ouverture donc de Le Tiffron, qui est la suivante. Est-ce qu'une action est pieuse parce qu'elle est aimée des dieux, ou bien est-ce que les dieux aiment cette action parce qu'elle est pieuse? Alors, si cet exemple est intéressant, c'est parce que ça montre la possibilité de penser qu'il y a des propriétés qui dépendent des attitudes humaines, des pratiques et des intérêts. Et elle met directement en parallèle ça avec un autre exemple, qui est l'exemple d'être populaire. Et elle nous dit, on ne peut pas être populaire de manière isolée. Même si, effectivement, on peut imaginer que certaines propriétés de l'individu va l'aider en fonction d'un contexte social à être populaire, si on pense par exemple au teen movie, posséder des vêtements de certaines marques, avoir un physique qui rentre dans des normes de beauté, etc. Pour autant, être populaire ne se réduit pas à ces propriétés-là. Ça dépend foncièrement du fait que d'autres personnes vont entretenir certaines émotions, certaines attitudes, etc., envers la personne. Donc ici,
on a affaire à une propriété qui ne repose pas, ou qui ne se réduit pas à des propriétés intrinsèques à l'individu. Donc, ça, c'est le premier exemple qu'elle analyse. Donc, il laisse penser qu'effectivement, on doit rendre compte de certaines catégories sociales sans supposer qu'elles capturent donc, des propriétés réelles ou intrinsèques à l'individu, qui existeraient indépendamment de cette catégorisation. Mais en même temps, elle introduit directement un exemple plus complexe et qui va mettre en tension ces premières analyses. C'est l'exemple du strike au baseball. Ici, l'exemple est plus complexe parce qu'il semble bien y avoir une propriété physique, qui est à savoir la trajectoire de la balle. Mais pour autant, être un strike ne se réduit pas complètement à la trajectoire de la balle. Puisque ça suppose en fait des institutions que sont le jeu du baseball, les règles du baseball, etc. Alors, face à ces deux exemples, on a deux possibilités et deux lectures. La première, ce serait de dire que, en réalité, on doit distinguer deux types de catégories sociales. Une première qui serait donc plus comme l'exemple donc d'être populaire, donc c'est-à-dire ici, on aurait des propriétés qui sont conférées mais qui reposent sur aucune propriété réelle. Et qui sont donc un pur acte de création du fait qu'on confère des propriétés à des individus. Et puis, il y aurait des catégorisations sociales qui, en fait, reflèteraient ou naîtraient de propriétés réelles, mais celles-ci se verraient conférer une signification dans un contexte donné. Et puis l'autre possibilité, ce serait de considérer que non, en fait, on peut tout à fait rendre compte de ces deux propriétés conférées par un même modèle. Et c'est ce que va essayer de faire Asta, justement, dans son ouvrage. Et donc, pour ce faire, elle propose l'analyse suivante justement du strike au baseball. Alors, elle propose ce qu'elle appelle un cadre conférent. Donc l'idée, c'est que c'est une explication générique de toutes les catégories sociales avec modulo certaines petites nuances que je vais présenter après, mais on peut donc rendre compte d'une catégorie sociale en répondant donc à ces 5 questions et ça permettrait donc de comprendre et saisir la catégorie sociale. Alors, mon premier point, quelle est la catégorie conférée ? Quelle est la propriété conférée ici, pardon. Donc ici, c'est être un strike. Donc c'est qui va pouvoir conférer la propriété. Ici, ça va être l'arbitre au baseball. Quoi, donc c'est quelle est l'attitude, l'état ou l'action du sujet qui confère, qui compte. Donc ici, ça va être, j'ai oublié de le noter, pardon, ça va être le jugement de l'arbitre. L'autre point, ça va être quand, quelles sont les conditions dans lesquelles cette propriété peut être conférée. Ici, on le voit bien, ici, il faut que ce soit le cadre d'un match de baseball. Si jamais il y a une trajectoire de balle qui est faite sur un terrain de baseball, mais ce n'est pas un match de baseball, on ne va pas pouvoir conférer la propriété d'être un strike. Et le troisième point, c'est la propriété de base, et c'est là où ça va être important de bien saisir, c'est que il va y avoir une propriété que les sujets vont essayer de capturer consciemment ou non. Peut-être qu'elle n'existe pas d'ailleurs, mais pour autant qui ne se réduit pas à la propriété conférée. C'est-à-dire que, et c'est l'intuition de Asta, c'est que lorsqu'il y a propriété conférée, il y a toujours une propriété que l'on pense capturer, que ce soit réelle ou non. Et c'est ça qui nous amène justement à confondre parfois les deux, à penser qu'il y a une naturalité des propriétés conférées, parce qu'elles prétendent justement capturer des propriétés de base, réellement ou pas. Et donc ici, c'est justement la trajectoire physique de la balle au baseball. Et ce qui est important de voir ici, c'est l'intuition la plus importante de Asta dans cette première partie de son ouvrage, c'est que il n'y a pas à proprement parler donc, de faits indépendamment du jugement de l'arbitre
concernant si le lancer est un strike ou non. C'est-à-dire que même si elle a une trajectoire de balle, le fait concernant est-ce qu'il y a un strike ou non dépend entièrement du jugement de l'arbitre. C'est le jugement de l'arbitre qui fait qu'il y a strike. Alors, l'objection qui vient tout de suite et que Asta examine, c'est mais l'arbitre ne peut pas faire que la balle est un strike, il faut bien qu'elle respecte une certaine trajectoire. Et c'est cette trajectoire qui va pouvoir fonder le jugement de l'arbitre et donc qui va être à l'origine de la catégorisation. Et en ce sens, on voit qu'une autre conception pourrait tout à fait surgir, ce serait de dire ce qui fait qu'il y a un strike, c'est la trajectoire de la balle, et le rôle de l'arbitre serait purement épistémique. Il s'agirait simplement de repérer certains faits, certaines trajectoires qui existent indépendamment de son jugement. Mais Asta note deux difficultés à comprendre les choses ainsi. Si jamais en fait le rôle de l'arbitre il est purement épistémique, il cherche juste à repérer et donc à juger de si on a effectivement une trajectoire de balle qui correspondrait à un strike. Premièrement, pourquoi on s'en remet à une méthode aussi imparfaite? Pourquoi ne pas se fonder uniquement sur des enregistrements? Le deuxième point qui est peut-être plus important en réalité, ça ne décrit pas très bien nos pratiques, c'est-à-dire que ça ne rend pas compte du rôle central de l'arbitre dans la progression. Le fait qu'on mentionne ces jugements, notamment pour décrire et expliquer ce qui se passe sur le terrain. Et troisièmement, l'explication donc, qui consiste à dire que le rôle de l'arbitre est purement épistémique suppose une concession métaphysique étrange, c'est de dire que il existe des faits de baseball qui existent mais qui ne jouent aucun rôle. Pas des faits physiques, hein, mais des faits qui seraient des faits relatifs au baseball qui existeraient mais qui n'auraient aucun rôle, qui seraient par contre pas détectés par l'arbitre. C'est pour ça que la position épistémique n'est pas forcément satisfaisante parce qu'elle ne rend pas bien compte des pratiques. Mais elle note toutefois peut-être une difficulté qu'on pourrait lui objecter à elle, à sa position, c'est que si on considère que c'est l'arbitre qui décrète et qui fait qu'il y a strike, alors l'arbitre ne peut jamais se tromper. Puisqu'en fait, se tromper suppose d'être dans une position épistémique, ce qu'il n'est pas. Il est dans une position constitutive et non une position épistémique. Mais si ça peut provoquer une sorte de bizarrerie quand on analyse l'exemple du strike, ce qu'on remarque, c'est que ça devient moins étrange quand on l'applique à des propriétés sociales plus classiques, parce que justement, ce qu'on cherche à expliquer, c'est des propriétés sociales ou des catégories sociales qui ont une importance sociale et non pas celles qui devraient en avoir, mais qui s'avèrent ne pas en avoir. Et l'autre avantage, semble-t-il, et en tout cas je trouve, et c'est ce qu'elle note de sa position, c'est qu'elle permet aussi bien de rendre compte donc des propriétés institutionnelles, donc par exemple être marié, que des propriétés communautaires, donc par exemple être populaire. Et donc elle discute Searle pour montrer ça. Donc la manière dont Searle rend compte dans son ouvrage La construction de la réalité sociale, comment justement il rend compte des constructions sociales. Alors Searle propose donc en première analyse une formule un peu générale qui est X compte comme Y dans C. Alors il faut lire la chose de la manière suivante, c'est X, donc on verra que ça se décline, a le statut ou la fonction Y dans le contexte C. Et il applique ça aussi bien à des objets qu'à des personnes. Donc, par exemple, une pierre compte comme un presse-papier dans le contexte de mon bureau. Une pièce de métal compte comme un couteau. Un morceau de papier compte comme monnaie dans un contexte d'échange régulier de ressources. Deux personnes échanger des vœux sous certaines conditions comptent comme mariées dans un contexte particulier. Et ce qui est important ici, c'est que lorsqu'on acquiert un nouveau statut,
on acquiert de nouvelles possibilités. L'objet ou la personne peut ou ne peut plus faire des choses qu'elle faisait avant. Si je prends l'exemple de la monnaie, c'est le bout de papier en lui-même acquiert un pouvoir qui est une valeur d'échange qu'il n'avait pas avant. De même, dans le cas de certains agents, par exemple le fait d'être marié, on va acquérir certains droits, mais aussi certains devoirs, etc. Le problème, nous dit Asta, c'est que dans son analyse, Searle se concentre essentiellement sur des propriétés institutionnelles, donc être une monnaie, être marié, être reine, être professeur, etc. Mais on ne peut pas réduire en fait les catégories sociales à des propriétés institutionnelles en fait. Parce que toutes les catégories sociales dans lesquelles on se trouve, puisque c'est tout l'objet de son livre, Categories We Live By, elles ne sont pas institutionnelles. Pourquoi? Parce que souvent, elles nous sont conférées par des personnes qui ne détiennent pas une autorité au sens institutionnel du terme, et puis souvent contre notre volonté. Elle prend l'exemple, par exemple, de se voir attribuer un genre ou de se voir attribuer une race. Ce n'est pas une catégorie que l'on se trouve conférée par notre volonté. On subit en fait cette catégorisation. Alors que dans le cas d'une propriété institutionnelle, ça suppose, en règle générale, un accord de la personne qui se trouve catégorisée ainsi. Et donc, elle introduit une autre différence et une chose dont il faut rendre compte aussi, c'est que lorsque des propriétés sociales sont conférées, elles peuvent être conférées par une autorité, mais elles peuvent être aussi conférées par quelqu'un qui a, alors moi j'ai traduit ça comme le statut social suffisant, mais le mot en anglais c'est standing. Et je vais expliquer ce que ça veut dire et pourquoi il faut prendre en compte cette dimension-là et pourquoi du coup un cadre conférent comme celui d'Asta permet bien de saisir aussi cette nuance-là. Alors elle prend un exemple qui est l'exemple donc de Billy, qui est donc une personne qui harcèle un autre enfant qui s'appelle Max et qui lui demande de lui donner donc des bonbons offerts par sa grand-mère. Et ce qu'elle note, c'est que Billy a le pouvoir de demander à Max de faire cela et il a le pouvoir de lui ordonner ce qu'il veut. Pourquoi? Il n'a pas une autorité institutionnelle, évidemment. Mais parce qu'il a suscité suffisamment de peur chez Max, il a gagné une forme de pouvoir sur cet autre enfant et donc il a par là même le statut suffisant pour lui ordonner. Et c'est ça, en fait, le standing. C'est dans certains contextes, on se retrouve à avoir un statut social suffisant pour pouvoir, là en l'occurrence, ordonner quelque chose, mais on va pouvoir l'appliquer aussi sur le fait de catégoriser certains individus. Et donc, on peut faire la distinction suivante, et c'est ce qu'elle fait, ici, c'est qu'on a d'un côté donc, les catégories institutionnelles, qui supposent en fait qu'il y ait une autorité instituée qui confère. Donc, on peut prendre l'exemple du maire ou de la mère qui va proclamer un mariage. Il faut une autorité suffisante, être instituée comme représentant de l'État pour proclamer deux personnes comme étant mariées. De même pour l'arbitre, il faut une autorité, il faut avoir été admis comme arbitre dans un match pour avoir l'autorité de conférer, par exemple, la propriété d'être un strike au baseball. Et puis à côté de ça, il y a donc des catégories communautaires qui ici ne supposent pas du tout une autorité instituée, seulement un statut social suffisant. Et on peut reprendre justement l'exemple qui était l'exemple d'ouverture de Asta, le fait d'être populaire. Ici, en fait, être populaire, ça peut être conféré par une personne ou un groupe de personnes qui a un statut social suffisant, mais pas une autorité instituée. Et donc, en prenant en compte donc, cette distinction, elle propose de montrer que son cadre conférent, donc, que j'ai introduit avec l'exemple du baseball, permet de rendre compte également de cette différence qu'il y a entre des catégories institutionnelles et des catégories communautaires, mais que le fond du cadre reste le même. Alors, je vous
on donne donc ce que ça donne. Alors, pour les propriétés institutionnelles, une propriété donc institutionnelle, enfin est institutionnelle, pardon, si c'est une propriété qui est conférée avec le profil suivant. On reprend le même cadre. Donc, propriété conférée, donc ça peut être, je vais l'appliquer directement à des exemples après. Donc, une propriété qui est conférée donc, par une personne ou un groupe qui détient l'autorité, donc une autorité institutionnelle. Ça va être fait par le fait de conférer explicitement, donc par un acte de langage, donc là elle fait effectivement référence à Austin, ou à un autre acte public, quand, dans des circonstances appropriées, donc dans un contexte institutionnel, et il faut une propriété toujours de base que là où les autorités cherchent à capturer. Donc si je prends l'exemple du mariage, ici la propriété conférée c'est être marié, qui, par un représentant de l'État, du coup par un acte de langage ou un acte public, donc le mariage à la mairie, etc., dans des circonstances appropriées, c'est-à-dire qu'il y a toute une cérémonie, il y a toute une codification. On ne peut pas, même une personne qui représente l'État ne peut pas marier des personnes indépendamment du contexte très précis du mariage. Il ne peut pas le faire en soirée, par exemple, ça ne fonctionne pas. Et puis, il y a une propriété de base que les autorités cherchent à capturer. On suppose que si on marie deux personnes, c'est des personnes qui, effectivement, c'est pas un mariage blanc, donc c'est des personnes qui vivent réellement en couple, qui ne sont pas mariées par ailleurs, etc. Pour autant, être marié, on le voit bien, ne se réduit pas à ses propriétés de base parce que il peut s'avérer en fait que le mariage soit un mariage blanc et ça fonctionnera, les personnes sont mariées. Si par ailleurs les personnes sont déjà mariées mais on ne le sait pas et on ne le découvre pas, pour autant le mariage est proclamé. Donc, encore une fois, on prétend capturer des propriétés de base, mais en réalité, elles peuvent ne pas exister et le mariage, donc la propriété conférée, est bien conférée. Donc, on a toujours ce mécanisme-là. Et puis, donc pour les propriétés communautaires, ça fonctionne de manière assez similaire. Donc, on a une propriété conférée. On peut reprendre l'exemple être populaire, par un groupe qui détient un statut social. Donc, je vous laisse penser à tous les teen movies que vous avez regardés. Vous voyez à peu près ce que ça peut être. Ici, ça va être effectivement le fait de conférer plutôt implicitement par des attitudes ou des comportements. Par exemple, conférer le statut d'être populaire à quelqu'un ne se fait pas explicitement, c'est par un jeu d'attitude, de comportement, de rejet, ou un jeu de rejet ou de valorisation de l'individu, etc. Quand dans un contexte particulier, c'est-à-dire que, et j'ai malheureusement pas trop le temps de détailler, c'est que ce que montre bien à ça, c'est qu'une propriété peut se conférer que dans certains contextes particuliers. Peut-être que ça s'éclairera un peu plus quand je prendrai l'exemple justement du genre. C'est que, en fait, le contexte particulier va déterminer ce qu'elle appelle donc des social maps, cartes sociales, peut-être qu'on pourrait traduire comme ça. Donc, c'est à la fois les propriétés qu'on va pouvoir conférer dans le statut, mais aussi la manière dont on va pouvoir les conférer. C'est-à-dire qu'en fonction du statut, ce n'est pas la même social map qui va fonctionner. Je diffère cette explication-là au cas du genre parce qu'il est assez éclairant, donc la manière dont elle le traite. Et puis, la dernière chose, c'est que, pareil, il y a une propriété donc, que les autorités, entre guillemets, cherchent à capturer consciemment ou inconsciemment. Donc, même chose. Alors, je passe donc à ma deuxième partie qui va être en fait beaucoup plus courte. Et donc, de voir comment elle applique ça justement au cas du sexe, donc entre guillemets biologique, qui est donc une catégorie institutionnelle à ses yeux, et puis au genre qu'elle traite comme une catégorie communautaire. Et donc aussi répondre à la question de pourquoi en fait ce cadre conférent permet de proposer une troisième voie entre comment penser la matérialité du corps, donc tout en faisant droit au fait que l'on a bien affaire à une catégorisation sociale
et qui ne capture pas nécessairement, ou en tout cas, on ne doit pas être écrasé sur une propriété qui serait naturelle et intrinsèque à l'individu. Donc, ce cadre conférent permet d'articuler les deux, en fait. Alors ici, donc, s'agissant donc, du sexe, donc, je vous ai littéralement traduit, en fait, son explication. Donc, la propriété conférée, c'est être un homme et être une femme, compris donc ici comme la mention du sexe à l'état civil. Qui le fait, c'est les autorités légales, sur la base des l'opinion des médecins, du personnel médical et des parents, enfin, les parents rapportant du coup l'opinion des médecins. Qu'est-ce qui permet de conférer donc cette propriété? C'est l'enregistrement de la mention sexe dans des documents officiels, donc sur la base des témoignages des parents. Et celui-ci, et donc ça c'est ce qui est important et c'est ce qui fait qu'on a bien affaire du coup à une catégorie sociale, c'est que sur la base donc, du jugement des médecins concernant donc, le sexe qui correspond le mieux étant donné les caractéristiques biologiques présentes. C'est-à-dire que, et c'est là qu'on voit entrer en jeu la dimension sociale, c'est que ici, ce qu'on va, donc ça j'anticipe, là, le fait de conférer en fait le sexe, la mention sexe à l'état civil, cherche à capturer donc des propriétés de base qui sont un sexe, qui seraient des caractéristiques intrinsèques de l'individu, mais on voit que ça ne recoupe pas complètement puisque il ne s'agit pas du sexe biologique effectif de l'individu, mais celui qui semble mieux correspondre étant donné les caractéristiques biologiques présentes. Ça veut dire quoi? Ça veut tout simplement dire que alors qu'il y a une division parfaitement binaire entre donc, l'état civil entre hommes et femmes, en réalité, ça ne reflète pas une division complètement binaire au niveau biologique, c'est juste que, étant donné les caractéristiques de l'individu, on va lui conférer ce qui semble le plus correspondre, étant donné du coup le schéma de division sexuelle qui correspond à un schéma de division sociale, en fait. Donc, quand est-ce que cela est fait à la naissance dans le cas des nouveau-nés? Alors après, elle note après chirurgie ou traitement hormonal pour les individus plus âgés. Alors ça ne correspond pas à ce qui est fait en France, puisque pour changer sa mention civile en France, on n'a pas besoin d'une transition médicale, mais je ne me suis pas renseignée pour exactement comment ça se passait à l'époque où elle a écrit catégorie Willy et ça correspond peut-être effectivement à la législation de l'État dans lequel elle vivait et à l'époque où elle l'écrit. Et la propriété de base, donc ici, le but est de capturer, donc comme je disais, autant de caractéristiques sexuelles stéréotypiques possibles. Et elle note, et ça elle fait référence donc aux mutilations des personnes intersexes, que les médecins vont opérer chirurgicalement si besoin pour que les caractéristiques physiques soient plus en phase avec les stéréotypes hommes-femmes. Donc on a un exemple ici de catégorie institutionnelle, au sens où on a bien une propriété qui est conférée par une autorité légale, pour autant, et donc du coup, une propriété qui n'est pas fondée fondamentalement sur une distinction naturelle, mais qui pour autant prétend capturer du coup une propriété de base. Donc ça explique pourquoi il y a bien une matérialité du corps au sens où le but est bien de capturer des caractéristiques stéréotypiques, mais pour autant, le fait de se voir attribuer la mention être un homme, être une femme à l'état civil, ça c'est une catégorisation sociale. Et qui plus est, qui a une fonction sociale. Sur tout ça, en fait. Donc c'est pour ça, c'est comme ça qu'elle articule les deux. Et puis, elle applique ensuite son cadre à la question du genre. Alors, être un genre, donc être d'un genre G, par exemple, une femme, un homme, une personne trans, alors ça c'est une bizarrerie, puisque je cite Asta, donc peut-être que plutôt une personne non binaire, ce serait plus adéquat, qui confère les personnes qui ont le statut social suffisant dans un contexte particulier, la perception du sujet, donc qui confère que la personne a la propriété P, quand, dans un contexte particulier,
Et là, c'est là où ça permet d'éclairer ce que je disais tout à l'heure. La propriété de base ici est changeante. Ce qu'elle essaye de faire sentir, c'est que conférer un genre à un individu dépend en réalité des contextes sociaux. C'est-à-dire que avoir un genre ou fonctionner, on pourrait dire, comme ayant un genre particulier est relatif à des contextes sociaux. Alors, elle prend dans certains cas, en fait, ça va être le rôle dans la reproduction biologique qu'on va prendre en compte. Dans d'autres cas, ça va être le rôle de la personne dans une organisation sociale, l'orientation sexuelle, la présentation physique, la préparation de repas, un repas de famille, l'auto-identification, etc. Alors, je vais prendre justement l'exemple de la préparation de repas, un repas de famille. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que justement, les rôles genrés on va attendre par exemple des, le rôle stéréotypique genré de la femme, ça va être de préparer le repas, alors que l'homme ne va pas préparer le repas. Et donc, elle prend l'exemple justement d'une personne, je crois, qui, malgré le fait qu'elle s'identifie comme étant une femme, qu'elle vit au quotidien comme étant une femme, ne va pas en fait participer à la préparation du repas. Et donc, du coup, elle va dire dans ce contexte-là, elle va brouiller justement l'intelligibilité et la lecture en fait de son genre et donc le genre qu'on va lui conférer. Et donc, dans ce contexte-là, il va y avoir un problème peut-être pour les personnes, il faut lui conférer son genre parce que dans ce contexte très traditionnel, la social map fait qu'on va attribuer un genre à la personne en fonction du respect des traditions, donc être la femme en cuisine en gros, et tandis que les hommes participent à la discussion. Alors que dans d'autres contextes, qui sont peut-être des contextes un peu moins traditionnels, ce sera une autre social map qui fonctionnera. Et donc, la manière de conférer le genre se fondera et essaiera de capturer une propriété de base qui sera différente. Donc, j'ai déjà beaucoup parlé. Donc, du coup, je passe très rapidement à la conclusion. Donc, en conclusion, si j'ai voulu présenter donc, les travaux de Asta, c'est parce que en réalité, elle prend part à un débat qui est très classique, c'est celui du statut des catégories sociales, comment les penser, et comment penser les catégories sociales. Et ce que je trouve intéressant dans cette position qui est la sienne, c'est qu'elle permet d'expliquer à la fois pourquoi on peut avoir le sentiment que certaines catégories sociales sont des catégories naturelles, du fait qu'une catégorisation sociale va se fonder, non, mais prétend toujours capturer une propriété de base, qu'elle soit effective ou non. Et ça permet aussi de comprendre pourquoi, en fait, il y a cette matérialité des corps, le fait qu'on va avoir tendance, par exemple, à plus facilement catégoriser certains individus que d'autres, s'agissant donc là encore de la différence sexuée. Non pas parce que la différence sexuée est fondamentalement dans sa fonction une catégorie naturelle, c'est bien une catégorie sociale, mais comme elle fonctionne et cette catégorie prétend capturer en fait une propriété de base, eh bien ça explique pourquoi il y a bien une matérialité des corps à prendre en compte sans pour autant en faire une catégorie naturelle. Donc voilà, j'espère avoir été claire et je vous remercie. Merci beaucoup, Camille, pour cette intervention qui était très claire. Je suis surprise, vu la complexité de vos deux sujets, que vous ayez réussi à rendre ça aussi intelligible. Donc, je vous félicite vraiment, bravo. Enfin, c'est pas un exercice évident et toutes les deux, vous avez réussi à retranscrire correctement la pensée de ces autrices et à la rendre accessible. Donc, félicitations. J'aurais voulu savoir si quelqu'un parmi les auditorices avait une question de compréhension à poser à Camille. Peut-être question d'éclaircissement. Du coup, je vous propose qu'on passe à... Pardon, Adèle, je te laisse la parole. Oui, c'était juste pour savoir si c'était possible de... Est-ce que vous m'entendez bien parce qu'il y a du bruit autour? Oui, très bien. De clarifier, enfin de reprendre la conclusion pour clarifier la manière dont Asta répond à la question de savoir en gros si la catégorie sociale produit la propriété réelle ou lui succède, quoi. Parce que je n'étais pas sûre d'avoir bien compris la conclusion.
Bah, en fait, l'idée, c'est que si on a effectivement, en soi, la catégorie sociale, elle est d'accord avec, on va dire, une position qui serait un peu, j'ai dit un peu la position de Judith Butler, de dire si une catégorie est sociale, on ne doit pas penser que sa fonction, c'est de capturer en fait des différences réelles qui lui préexistent. C'est pas comme par exemple, on pourrait avoir l'idée que j'introduis des catégories juste pour nommer en fait des différences qui existent dans le monde. Non, une catégorie sociale, elle produit par là même des propriétés. Et les propriétés, elles vont exister que parce qu'on a eu cette catégorisation, et donc le fait qu'on a conféré ces propriétés. Mais pour autant, l'acte même de conférer va, en tout cas, soit suppose, enfin supposer dans les deux sens du terme en fait, des propriétés réelles, suppose qu'elles existent, euh, et parfois c'est le cas, et parfois c'est pas le cas. Et donc, si je reprends l'exemple, justement, j'ai un problème de chat, du sexe biologique, c'est de dire, non, en fait, la différence sexuée, elle est d'accord avec Judith Butler, en fait, en ce sens-là, de dire que oui, effectivement, on ne va pas penser que la différence sexuée, c'est une catégorie naturelle, en fait. C'est effectivement l'effet d'une catégorie sociale qui va la produire. Mais parce qu'elle prétend capturer, en fait, des caractéristiques biologiques qui, des fois, sont effectivement présentes. Des fois, ce n'est pas le cas, on a juste l'impression qu'elles sont là. Mais comme elle a prétention à capturer ça, c'est pour ça qu'il y a bien une matérialité du corps qui joue, au sens où quelles sont les caractéristiques biologiques qu'elle prétend capturer. Parfois c'est le cas, parfois c'est pas le cas. Mais en tout cas, la catégorisation, c'est bien elle qui va créer en fait de la différence sexuée et les catégories sexuelles au sens où elles fonctionnent de manière sociale. Je ne sais pas si ça répond plus clairement à la question. Super. Ok. Je voudrais peut-être qu'on commence par poser la question à Claire qui avait été posée dans le chat à la fin de ton intervention et sur laquelle on n'a pas rebondi. Je ne sais pas si tu l'as vue, si tu veux que je la lise. Oui, alors je ne me souviens plus exactement de la question et je ne suis pas sûre de l'avoir bien saisie. Ok. Tu as... Ces stratégies présupposent Ouais. que la parole soit prise, propose-t-elle des stratégies pour que la parole soit prise? En fait, j'ai un peu du mal à comprendre la question au sens où les stratégies insurrectionnelles que j'ai proposées, donc que Butler propose, ça me semble être des stratégies justement pour prendre la parole et qui n'est pas prise de fait. Et, et là, je peux renvoyer à Mona Gérardin-Laverge qui précise justement que prendre la parole, ça suppose justement qu'on n'a pas la parole de base et qu'on ne va pas nous la donner et du coup qu'on va se l'approprier donc sans être autorisé. Et c'est ce qui revient donc aux stratégies insurrectionnelles dont j'ai parlé. Mais je ne sais pas si c'était exactement ça le sens de la question. Mais sinon, chez Butler, il y a aussi toute une dimension corporelle signifiante où, en fait, le corps signifie en excès du discours prononcé. Et du coup, elle va prendre des fois des exemples de comportements corporels qui vont avoir, c'est pas une prise de parole, mais ils vont avoir des effets de subversion des conventions linguistiques et sociales elle va même, par exemple, prendre l'exemple de Rosa Parks, qui va venir, en fait, redéfinir les conventions, etc. Mais je ne sais pas si j'ai vraiment répondu à la question, si la personne veut préciser. Oui, je peux préciser. Merci d'abord de votre intervention. En fait, ma question, c'est est-ce qu'il y a des stratégies pour favoriser cette prise de parole-là, au sens où les stratégies qui sont proposées, c'est une fois qu'on prend la parole, comment est-ce qu'on devrait prendre la parole pour que notre action soit efficace? C'est un peu dans ce sens-là que je comprenais là, la notion de stratégie. Ma question, c'est plutôt, c'est quoi les stratégies qu'on peut utiliser pour passer à l'action, pour prendre la parole? Mais il y a l'idée que, vous avez soulevé l'idée là, que
on ne donne pas la parole, donc il faut la prendre, là. Qu'est-ce qui donne cette force-là, si on veut, de prendre la parole, d'outrepasser cette interdiction-là qu'on donne ou qu'on impose, en tout cas? Bah, ça, je pense que Butler, il me semble pas qu'elle en parle frontalement, mais je pense que ça peut renvoyer à des stratégies qui ont été utilisées typiquement dans les années 70, dans les mouvements féministes, des groupes de conscience et des groupes de parole qui ont été créés justement pour rassembler les femmes qui étaient isolées et justement favoriser en fait la mise en commun des témoignages individuels et donc favoriser la parole de personnes qui ne parlaient pas forcément de ça et prendre conscience par cette prise de parole dans un espace en non-mixité, quand en fait notre expérience est collective et une fois qu'on a parlé entre nous dans cet espace, on peut après sortir notre parole entre guillemets dans un espace plus collectif de revendication politique. Voilà. Et après, ça se fait par des positions individuelles et collectives. Enfin, par exemple, c'est aussi le fait de justement de voir en fait la solidarité politique et féministe qui se crée par les prises de parole depuis MeToo. Ça peut encourager à prendre la parole à son tour parce qu'on sait qu'on sera directement en lien en fait avec toute une collectivité de discours et de soutien. Voilà. Mais ouais. Merci beaucoup, Claire. Avant de prendre éventuellement d'autres questions, j'aurais aimé savoir si vous aviez une question à vous poser l'une à l'autre. D'éclaircissement, d'approfondissement ou juste de lien, enfin des choses qui ont résonné dans l'intervention de l'autre par rapport à vos propres recherches. J'aurais voulu savoir s'il y avait des choses qui vous avaient marqué ou particulièrement intéressé, surprise. Je ne sais pas si l'une de vous veut commencer. Claire, du coup, je vois que tu réactives ton micro. Oui, moi, c'était justement, je parlais tout à l'heure de la corporéité très présente chez Butler. Et c'est vrai que j'avais pas forcément, j'ai pas forcément approfondi vraiment ce point-là. Donc, je trouvais intéressant cette intervention à ce niveau-là de la prise en compte de la matérialité du corps sans naturaliser en fait les catégories. Enfin, du coup, ça m'intéresse vraiment d'aller voir plus en profondeur Asta sur ces points-là. Et notamment avec ses références à Austin. Aussi. Voilà. Camille, je te laisse la parole. Non, moi j'étais, ce qui a fait un peu écho et je te remercie d'avoir parlé de ça, c'est justement sur la question de, alors je sais pas, c'est pas le bon terme, mais de la reprise en contexte, qu'en fonction du contexte en fait, parce que justement, on a souvent l'idée un peu de, c'est peut-être justement le problème du genre de schéma que Asta a, de quelque chose qui est très figé en fait, et justement avec le cas de l'insulte où en fait en fonction de quand on la met dans un autre contexte, on la désactive. Et je trouve ça intéressant en fait de cette relativisation en fait au contexte pour penser les actes de langage. Et c'est tout ça que voilà. Pour ça je trouvais ça important en fait d'insister là-dessus. Donc c'était intéressant aussi. J'ai une autre question à vous poser à toutes les deux, qui est une question qu'on me pose à chaque fois aux intervenantes. C'est de savoir comment est-ce que vous avez rencontré ces autrices dans votre propre parcours philosophique et ce que la découverte de ces autrices vous a fait, a changé, comment ça a réorienté éventuellement vos recherches. C'est une question qu'on essaye de poser à chaque fois dans la mesure où l'idée, c'est aussi que ça permette à d'autres de se saisir de ces thématiques-là et de ces autrices parfois très marginalisées dans l'histoire de la philosophie. Claire. Camille, tu veux commencer peut-être? Ouais. Moi, j'ai rencontré du coup donc Asta, en fait, c'était dans le cadre de ma thèse. Parce que à la base, j'avais lu des travaux de Aslanger
Moi, j'avais pas du tout fait une thèse en philosophie, enfin, sur ces questions-là. Moi, je travaillais sur des questions très abstraites de philosophie du langage. Mais en fait, je m'intéressais à l'externalisme sémantique et du coup, je trouvais ça intéressant, les applications qu'il y avait justement avec Haslanger. Et du coup, ça m'a amené finalement à voir que des questions, moi je travaillais sur les distinctions analytiques synthétiques, donc c'est vraiment assez éloigné, et de voir en fait comment des discussions en fait, qui pouvaient paraître très, très éloignées sur des enjeux plutôt féministes, ça pouvait en fait venir éclairer des questions très abstraites en fait de philosophie du langage. Du coup, ça m'a permis en fait de montrer que il pouvait y avoir des éclairages nouveaux par le biais d'autrices, notamment comme Asta, dans des questionnements très, très abstraits en fait. Et, donc voilà. Et Claire? Oui, moi, j'avais jamais entendu trop parler, enfin, je pourrais pas l'affirmer non plus, mais de Butler avant, je pense, mon Master 1, qui a en fait suivi de quelques mois, enfin, peut-être quelques années, le mouvement MeToo. Et en fait, c'est suite au mouvement MeToo que je me suis orientée vers la philosophie féministe. Et du coup, je suis très facilement tombée sur Butler. Donc, j'ai fait un premier mémoire sur Butler, mais sans directement en fait saisir le lien qu'il y avait avec MeToo. Je l'ai saisi beaucoup plus tard de sa théorie. Et après, c'est en suivant en fait des cours de philosophie du langage pendant tout le master, avec très 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 rarement de mention de Judith Butler, mais qui en fait, vu que j'avais sa théorie en tête, m'a amené à voir qu'elle apportait vraiment énormément sur des questions de philosophie du langage assez classiques, quoi. Et, et du coup, voilà. Ok, merci beaucoup. Je ne sais pas si quelqu'un d'autre avait une question. Moi, en Ah, attendant, j'ai peut-être une question périphérique. Enfin, périphérique, c'est pour Camille. Quand on a fait la communication de l'atelier, en tapant Asta sur Google, en fait, je me suis rendu compte que c'était son prénom. Et je me demandais si tu savais pourquoi elle se nommait uniquement par son prénom. Parce qu'après, j'ai découvert la suite de son long nom islandais, c'est ça? Ouais. Et du coup, je me suis dit, ah tiens, c'est marrant, pourquoi on la trouve, enfin voilà, pourquoi elle est nommée par son prénom. Donc, si tu as l'information, voilà, ça m'intéresse. Oui, alors je l'avais lu, alors c'est lointain, donc j'espère pas trop. Il me semble que justement c'était lié au fait que les patronymes islandais, ça fonctionne c'est fils de ou fille de, et que en fait il y avait, mais qu'en réalité il n'y a pas vraiment de patronyme au sens comme nous on l'a. Et je crois qu'il y avait des questions de confusion en fait. J'ai plus trop. Et donc, elle avait fini par s'appeler, enfin, ça s'appelait que par son prénom. Mais j'ai plus tous les détails, mais il me semble que c'était pour des questions d'usage, en fait. D'accord, ok. Moi, j'ai éventuellement une question pour Claire qui m'est venue. je t'en prie. Parce que justement, quand tu parlais tu t'appliquais en fait le cadre d'analyse de Butler sur le cas de comment on vient justement à faire qu'un discours ne va pas pouvoir fonctionner, par exemple une dénonciation dans le cadre des Césars, etc. Est-ce que du coup ça peut être un cadre, est-ce que tu penses que le cadre de Butler peut aussi bien s'appliquer en fait, on va dire, à des actes de parole qu'à des actes tout courts? Parce qu'on peut penser par exemple à Adèle Haenel en fait, qui part par exemple de la cérémonie. Est-ce qu'en fait on peut tout à fait appliquer ce que tu dis à ce genre de choses en fait? Oui, de mon point de vue, je pense que d'un côté, oui, au sens où, effectivement, ce dont je parlais tout à l'heure, qu'elle considère vraiment le comportement corporel comme signifiant. Et donc, typiquement, Adèle Haenel qui se lève, ça a un discours signifiant de dénonciation et de tout ça. Mais elle va quand même insister sur la différence entre conduite et discours. Et ça va être tout le dialogue qu'elle va entretenir avec Maquinon
sur la pornographie, où en fait, Maquinon va dire, j'ai plus vraiment tout en tête, mais en gros que la pornographie, les comportements sont en fait un discours, et en fait, c'est un discours d'apologie du viol, etc. Et Butler dit qu'il est très important de quand même distinguer la conduite et l'acte du discours, au sens où justement, en fait, il y a quand même un écart, et c'est de cet écart qu'on peut jouer pour subvertir le discours, etc. Et si on considère le corps immédiatement comme discours, il n'y aura pas forcément de possibilité de subversion de l'écart qu'il y a entre signification et comportement. Je ne sais pas trop si c'est clair, mais je pense qu'après, il y a aussi, dans son livre Rassemblement, elle parle aussi énormément du corps en tant que pas que discours dénonciateur, dans les manifestations politiques, visibiliser la vulnérabilité de son corps comme un discours politique. Il y a toute cette dimension-là qu'elle aborde. Donc, je pense que oui, il y a... Ok, est-ce qu'on a d'autres questions? Ah, je crois que Diana lève la main. Oui, on m'entend? Oui, on t'entend. Très bien. Bonsoir et merci pour ces interventions. Alors, moi, je suis en master de psychologie et justement, la question du genre revient beaucoup dans le parcours dans lequel je suis inscrite. Et justement, en fait, les deux interventions, chacune d'entre elles, me rappelle beaucoup, déjà sur la question de la division sexuée, mais sur la division sexuée du travail, par le fait que ça a été défini par Hirata et Kergoet dans les années 90, c'est beaucoup plus largement par Daniel Kergoet vers 2000, comme le fait que les hommes et les femmes n'exercent pas les mêmes activités. Donc il y a un principe de séparation, il y a un principe de hiérarchie qui est déjà considéré dans le travail, et les interventions que vous avez proposées m'ont beaucoup rappelé cet apport-là, parce qu'il y a beaucoup des enjeux des mots, de la manière dont les mots peuvent déjà hiérarchiser et mettre à plat ce que chacun devrait, entre guillemets, faire, avec toujours ces rapports sociaux et l'importance de, entre guillemets, respecter la norme sociale, respecter le fait qu'une femme est biologiquement femme, et du coup, c'est joli, elle peut être mère, elle peut éduquer les enfants, et sans forcément se dire, finalement, être une femme, c'est plus que ça, et elle peut aussi bien évoluer, s'épanouir dans la vie dans la vie quotidienne, pardon, et la vie au travail. Et, et voilà, en fait, c'était pas forcément une question, mais c'est beaucoup une remarque, et c'est ce que vos deux interventions m'ont fait rappeler. Donc, merci beaucoup. Merci beaucoup pour cette intervention, Diana. Est-ce que Camille ou Claire, vous avez envie de répondre? Peut-être oui, brièvement, mais oui, juste pour en écho à l'intervention de Diana, je suis d'accord avec toi, mais c'est qu'effectivement, c'est là où ça devient intéressant de voir que oui, il y a des entrecroisements entre genre, comment, je pense de toute façon, en fait, nos deux interventions, elles se recoupaient, Claire, de comment en fait le genre se performe, et comment en fait, effectivement, justement, la question de la division sociale par le genre et du travail rentre en compte, puisque c'est une des manières très nombreuses de performer le genre, oui. Merci beaucoup pour ta réponse, Camille. On a également une question sur le chat, et je pense qu'on peut prendre cette dernière question si ça vous va, et puis on s'arrêtera juste après. Alors, dans quelle mesure Butler différencie l'acte de la parole, dans la continuité de la remarque que tu faisais, Camille, à Claire juste avant? Qu'est-ce qui fait la spécificité de l'expression corporelle par rapport à l'expression par la parole?
Et est-ce qu'on pourrait penser du coup des stratégies supplémentaires ou non pour l'expression corporelle? Je pensais à ces écrits sur le drag, mais je ne les connais pas suffisamment pour répondre à ces questions. Donc je pense que la question t'est plutôt adressée, Claire, dans la continuité Oui, de la bah démarche que tu avais effectivement, faite. il y a bah, en fait là je me suis plus appuyée donc sur son ouvrage Le pouvoir des mots avec donc les stratégies de subversion du discours. Mais en fait, son ouvrage Troubles dans le genre, ça va être un peu pas la même logique, mais en fait elle va analyser toutes les normes corporelles de performance et de performativité du genre, et notamment donc les stratégies de troubler le genre avec donc comme vous dites, les performances de drague. Et en fait, ça va être un peu les mêmes, la même logique qui est sous-tendue au sens où c'est parce qu'on doit répéter les performances de genre pour du coup devenir ce genre, entre guillemets. C'est du fait de cette itération, encore une fois, qu'on va pouvoir venir troubler le genre pardon, en répétant différemment les normes de genre, donc dans les performances drag ou même, enfin, même dans la vie quotidienne, en fait, de devenir, enfin oui, c'est ça, donc de troubler les comportements genrés prescrits en les répétant différemment. Et du coup, elle utilise des stratégies de subversion qui peuvent un peu s'assimiler à celles qu'elle propose pour les discours. Voilà, je sais pas si. Je sais pas si ça a répondu à la question. A priori, oui. Oui, ouais, c'est ça. Donc, on en reste sur cette question-là, si ça vous va. Et merci encore, voilà, Claire et Camille. C'était vraiment un atelier que j'ai l'impression que beaucoup de personnes ont apprécié, que moi, j'ai personnellement beaucoup apprécié aussi. Je pense que je peux le dire au nom de toute l'équipe Philosophe au féminin. Vraiment, merci beaucoup.